Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil, une voix 100% humaine et authentique. Ce soir, je vais vous lire La Reine de Fer et la Reine de Soie, un conte d'amour d'Alexandre Weil. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner. Cela m'aidera à continuer à développer cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Dans le pays des longs hivers régnait la princesse Barcelle, surnommée la Reine de Fer. Sa force surnaturelle, son adresse à manier les armes, la promptitude de ses résolutions, l'indomptable énergie de sa volonté la faisaient craindre de tous les princes ses voisins, dont plus d'un avait ployé sous sa main de fer. Mais, comme sa beauté égalait sa force et qu'elle possédait d'immenses trésors, les prétendants, accourus des pays les plus éloignés, se succédaient à sa cour pour tenter le sort et conquérir en même temps la gloire, fortune et beauté. Elle avait fait proclamer que celui qui la vaincrait dans un combat singulier non seulement serait libre de l'épouser, mais encore de disposer de sa main, à condition que le prétendant fût prince régnant et n'eût pas dépassé l'âge de 30 ans. Elle venait d'entrer dans sa 24e année, et déjà ses victoires lui pesaient. Il y avait des moments où elle se repentait de s'être enorgueillie de la vigueur de son bras, et au fond de son cœur, elle s'était promis de se laisser vaincre par le premier chevalier qui lui plairait. À 100 lieues de sa résidence régnait un jeune prince qui venait de perdre son père. À sa cour brillait sa sœur, une jeune princesse célèbre au loin par son angélique beauté, par une grâce divine, reflet de son âme resplendissant sur tous ses mouvements, par l'inaltérable douceur de ses manières, enfin par sa charité envers les pauvres, auxquels elle donnait jusqu'à ses parures. Le prince s'appelait Gottfried, la princesse Rosemonde. Gottfried avait souvent entendu parler de la beauté de la Reine de Fer. Il l'aimait et la désirait pour femme, précisément parce qu'il était doux de caractère et faible de corps. Depuis quelque temps, son pays était ravagé par des chevaliers errants qui profitaient de la mort de son père pour braver le pouvoir un peu affaibli du fils. Cette beauté de fer pouvait le maintenir sur son trône et même étendre les limites de son royaume. Mais il n'osait se présenter car il connaissait les conditions de la lutte et ces conditions ne lui permettaient pas une victoire facile. Un de ces chevaliers errants, à la tête de 200 guerriers, venait de faire irruption dans son pays et avançait rapidement vers la capitale, renversant devant lui tous les braves que Gottfried lui opposait. C'était un prince du Rhin, il s'appelait Sigebert, et avait à peine atteint l'âge de 25 ans. Il était le plus beau et le plus vaillant de ses guerriers, et sa galanterie égalait sa bravoure. Gottfried, en désespoir de cause, lui envoya plusieurs héros de paix chargés de présents, lui promettant une forte somme d'or s'il consentait à se retirer. « Dites à votre maître, répondit Sigebert, que je ne suis point venu pour m'enrichir à ses dépens. S'il ne m'avait pas accueilli comme un ennemi, je n'aurais pas fait tomber un cheveu de tous ces valeureux chevaliers. J'admire sa vertu et sa piété. Je ne suis point un mécréant. Ma mère est une bonne chrétienne, et son fils n'est point un brigand. Je refuse ses présents. Je désire avoir une entrevue avec lui, à sa cour même. Qu'il me reçoive comme un ami, et je serai fier d'être son plus fidèle défenseur. » Ces paroles mirent Gottfried dans un grand embarras. Il y voyait une embûche, et craignait que le prince étranger ne songeât à le tuer et à s'emparer du trône. Il demanda 2 jours de réflexion qui lui furent accordés.
il tint conseil avec sa mère et sa sœur. Sa mère, femme d'un héros, était pour une résistance désespérée. Mais Rosemonde, prenant à son tour la parole, dit « Si Siegberg en voulait à notre vie et à nos trésors, il les prendrait de haute lutte. Tout ce que j'ai entendu raconter de lui me fait croire que c'est un noble chevalier, digne d'être l'ami de mon frère. Il parle de sa mère, donc il est animé de généreux sentiments. Croyant à ses promesses, il sera forcé de les tenir. Pour que les bons hommes fassent le bien, il faut les croire bons. » Ces sages paroles prévalurent dans le conseil, et Sigebert fut invité à venir à la cour. La réception fut brillante. Tous les sujets du roi avaient mis leur habit de fête pour recevoir dignement ce valeureux prince. Le roi, précédé de ses trabans, de ses héros, suivi de la reine-mère et d'un nombreux cortège de serviteurs, alla au-devant de lui jusqu'au bas de l'escalier de son château. Sigebert, à sa vue, arrêta son destrier, mit pied à terre, fléchit un genou et baisa la main du roi. Gottfried, rassuré par l'air franc et cordial du jeune héros, l'embrassa, le présenta à sa mère et le conduisit dans la salle du trône. Il ne fallut pas 10 minutes à Sigebert pour gagner tous les cœurs. Sa taille souple et élevée, dépassant celle de tous les chevaliers qui l'entouraient, sa figure à la fois juvénile et martiale, mais surtout son regard bleu, tendre et long, parce qu'il venait du plus profond de son âme, était autant de témoignages d'une haute extraction et de sentiments tout autres que ceux qu'on lui avait supposés. Tous les yeux étaient fixés sur lui, et plus d'un cherchait du regard Rosemonde pour voir l'effet que ce bel étranger ferait sur elle. Mais Rosemonde n'était pas dans la salle, l'usage s'y opposait. Du consentement de son frère, elle se tenait dans une tribune enveloppée de riches draperies, en face du trône savourant, sans être vue, les traits de Sigebert. Tout à coup, Sigebert, présentant son épée au roi, lui dit « Sire, j'ai à vous entretenir en particulier. » Le roi ordonna, et en peu d'instants, la salle était vide. Rosemonde seule les écoutait. « Je suis le prince Sigebert, » dit le jeune chevalier, fils de la reine Siegmilde et du roi Witikind, du pays béni entre le Rhin et le Main. Ma mère m'a appris à croire et mon père à combattre. Ma mère m'a parlé de la princesse Rosemonde, votre sœur. Elle m'a dit que sa vertu et sa sagesse égalaient sa beauté. J'aurais pu vous envoyer des messagers pour demander sa main, mais je veux me marier comme mon père, qui a conquis sa femme à la pointe de son épée. Je me suis mise en route avec 200 de mes fidèles. Ma mère elle-même a brodé mon pourpoint. Mon père a forgé mon glaive. Lorsqu'aux confins de votre pays, je fus attaqué par 400 de vos chevaliers, c'est à regret que je les ai vaincus. Mais, m'en eussiez-vous opposé le double, il ne m'aurait pas empêché de venir ici, déposer mon cœur et ma couronne aux pieds de Rosemonde. » « Que ne m'avez-vous fait savoir ces sentiments dès le jour de votre départ ?» répondit Gottfried. « Bien du sang noble eût été épargné. Que Rosemonde vous agrée, je vous l'accorde. »« Je l'aimerai tant et si fidèlement, » répliqua Sigeberg, « qu'elle sera forcée de m'aimer un peu à son tour. Mais pourquoi mes yeux ne l'ont-ils pas encore aperçu? Car de toutes les femmes de votre cour, aucune ne doit l'égaler. Il me semble que je la reconnaîtrai entre 1000. Et jusqu'à présent, mon cœur ne m'a pas encore dit « c'est elle ». Le roi fit un signe de la main à Rosemonde. Les draperies de soie et d'or de la tribune s'ouvrirent, et la jeune princesse parut sur le balcon. « C'est elle !» s'écria Sigebert en tombant à genoux. Et une voix secrète, au fond du cœur de Rosemonde, lui répondit « c'est lui !» Sigebert fut admis à faire sa cour à Rosemonde. Il l'avait aimée sans l'avoir vue, et depuis qu'il la voyait,
il l'adorait comme une divinité. Rosemonde se sentait aimée du plus noble chevalier, priait Dieu de ne pas la rendre fière et orgueilleuse, mais quand, apparaissant dans la salle du trône, son regard rencontrait le regard de Sigebert, les yeux de tous les assistants se baissaient comme éblouis par des étincelles jaillissant du choc de deux étoiles. Enfin, le roi Gottfried, voyant le profond amour de Sigebert pour sa sœur, lui dit « Mon ami, quoique l'absence de Rosemonde doive plonger mon palais dans la nuit, car avec elle, le soleil s'en ira, je te l'accorde, et dès le retour de tes messagers à ton père, sa mère te l'amènera au lit nuptial, béni par l'archevêque. Mais, Rosemonde partie, ma mère exigera que je me marie pour donner une reine à mon peuple et un héritier au trône. Écoute-moi, tu es mon ami, mon frère. Plus encore, répondit Sigebert, ton vassal. Jure-moi, poursuivit Gottfried, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider à obtenir la main de la princesse que j'aime. Je te le jure, reprit Sigebert. Et ils se donnèrent le baiser d'amis et de frères. Les noces de Sigebert et de Rosemonde furent célébrées avec une pompe royale. Toutes les jeunes filles de la capitale figurèrent comme demoiselles d'honneur dans le cortège de l'auguste fiancé, car toutes l'aimaient, et Rosemonde préférait ce cortège d'affection et de beauté au luxe et aux faux éclats de la cour. Le jour de son mariage, le peuple lui donna le nom de reine de soie, en opposition à celui de la reine de fer, car sa voix et son regard étaient aussi doux que la soie. 15 jours après son mariage, Sigebert s'arracha au bras de sa chère Rosemonde pour suivre Gottfried dans le pays des longs hivers. Il lui avait promis de l'aider à conquérir la reine de fer. En vain, Rosemonde chercha-t-elle les mots les plus soyeux pour engager son bien-aimé à rester avec elle. « Tu es, ma douce amie, le prix de ma parole, » lui répondit Sigebert. « Tu es fidèle à mon cœur. Il faut donc que mon cœur soit fidèle à ma parole. » Et, malgré les larmes de Rosemonde, Sigebert et Gottfried, accompagnés de 200 chevaliers, partirent pour le pays des longs hivers. Il était d'usage que le héros qui se présentait devant la reine Barcelle, avant de croiser le fer, leva la visière de son casque et ploya un genou. Sigebert, car Gottfried n'osa pas se soumettre à l'épreuve, eut à peine satisfait à cet usage que la reine de fer pâlit et rougit. Elle eut beaucoup de peine à cacher le trouble de son cœur. Sa main tremblait, et dès le commencement du combat, son arme tomba de son bras, et elle dans les bras du vainqueur. Grande fut la joie du peuple, car les sujets de la reine craignaient qu'elle ne voulût pas se marier. Le prince Sigebert, donnant la main à la princesse Barcelle, fut conduit au château au milieu des cris de joie et au son des trompettes et des cymbales. Arrivée dans la salle des chevaliers, la reine posa une couronne sur la tête du vainqueur, puis, lui présentant sa joue, elle lui dit « Mon seigneur et maître, votre servante, votre fiancée vous salue. »« Ma servante, soit, répondit le prince Sigebert. « Ma fiancée, jamais. » À ces mots, il y eut dans la salle un cri général de frayeur. La vaisselle d'or tremblait sur ses plateaux, jusqu'au mur qui craquait d'épouvante. « Jamais !» répétèrent 1000 échos lugubres. « Sache, ô reine, reprit Sigebert, que je suis marié à la plus belle, à la plus douce, à la plus vertueuse princesse qui ait jamais vécu. Rosemonde est son nom. Le peuple l'appelle la reine de soie. »« Alors, pourquoi es-tu venu me combattre ?» demanda la reine. « Je suis venue pour conquérir Rosemonde en te vainquant. J'ai dégagé ma parole que j'avais donnée au roi Gottfried que voici, car il l'aime. Adieu, je vais rejoindre Rosemonde qui m'attend. » Cela dit, il salua la reine et disparut.
Hélas, soupira la reine Barcelle, je me suis laissé vaincre par ma rivale. Y eut-il jamais une douleur, y eut-il jamais une honte égale à la mienne? Et elle jura de se venger. Force lui fut pourtant d'accepter les conditions de Sigebert et de promettre sa main à Gottfried. Mais déjà son amour pour Sigebert s'était tourné en haine pour Rosemonde, et malheur à la femme que la reine de fer déclarait son ennemie. Elle dit à Gottfried: « Je vous épouserai, car j'ai donné ma parole, mais je ne vous suivrai pas, vous resterez dans mon pays. » « Nos deux pays, répondit Gottfried, n'en feront plus qu'un. Je ne souffrirai jamais dans mon royaume un homme qui puisse se vanter de m'avoir vaincu. Sigebert retournera avec Rosemonde chez ses parents, répondit Gottfried. Qu'il parte tout de suite, s'écria Barcelle. Il est déjà parti, vous ne le verrez plus. Ah, poursuivit Barcelle, si vous voulez que je devienne votre femme, vous déclarerez la guerre à Sigebert. Il est venu dans votre pays de vive force et vous a honteusement contraint de lui donner votre sœur. Je ne veux pas que le mari de la reine de fer ait à rougir devant son beau-frère. Faites-lui sentir la puissance de votre main. À cette condition seule, je vous donnerai la mienne. Illustre princesse, dit Gottfried, nul homme ne vous aime autant que moi. Pourquoi ne pas jouir du bonheur de la paix? Pourquoi verser du sang? Comment pouvez-vous vouloir que je déclare la guerre à mon ami, au mari de ma sœur, à l'homme auquel je dois le bonheur de devenir votre époux? Vous ne le serez réellement qu'à cette condition, répondit Barcelle. Pour le monde, nous nous marierons, car je ne manque pas à ma parole. Mais dans notre château, je vivrai comme j'ai vécu jusqu'à présent. Le jour seulement où vous marcherez contre Sigebert, je serai votre femme. Gottfried pensa que c'était un caprice de reine qui s'évanouirait au premier rayon de l'amour. Il redoubla de tendresse et de galanterie. On célébra la noce, et plus d'un chevalier envia le sort du malheureux Gottfried, car la reine de fer était aussi belle que fière. De tous les poisons, l'amour est le plus violent. Il creuse sans cesse, et tous les contrepoisons qu'on lui oppose ne servent qu'à fournir un élément de plus à sa brûlante voracité. Plus Gottfried était tendre et suppliant, plus Barcelle, de sa main de fer, le pliait à ses caprices. Ni prière, ni larmes, ni menaces surtout, ne purent rien sur elle. Son amour était le prix d'une déclaration de guerre à Sigebert. Celui-ci, voyageant sur les ailes du bonheur, revit bientôt sa douce Rosemonde, qui le reçut avec une joie ineffable. Elle ne se lassait pas de lui faire des questions sur la reine Barcelle, sur sa force et sa beauté. « Tu la verras bientôt, dit Siegfried, car j'espère qu'elle accompagnera Gottfried avant que nous retournions chez mon père. Ne crains pas sa beauté, car elle pâlirait à côté de la tienne, comme un soleil d'hiver à côté d'une belle matinée de printemps, comme une orgueilleuse bruyère sans parfum, à côté d'une fragante rose de mai. Crains plutôt son orgueil, sa jalousie, car je me demande si je l'ai réellement vaincue. »« Oh !» alors, dit Rosemonde, « partons avant qu'elle vienne, elle me fait peur. Elle t'aime, mon ami, tu ne l'as pas quittée si brusquement sans cause, elle t'aime. Je crains son amour bien plus que sa haine. Oh, je te jure, ma Rosemonde, que Sigebert mourrait plutôt que de devenir infidèle à l'élu de son cœur, à celle qui est devenue la chair de sa chair et l'âme de son âme. » Il avait à peine prononcé ce serment qu'un héros de guerre vint lui annoncer que le roi Gottfried et la reine Barcelle marchaient contre lui avec plusieurs milliers de chevaliers. Cette nouvelle le plongea dans une profonde douleur. D'une part, l'idée de combattre le frère de Rosemonde, le fils de sa belle-mère, le roi auquel il avait prêté foi et hommage, l'ami pour lequel il avait risqué sa vie, lui était odieuse. Elle était contraire à sa loyauté, à sa droiture, à toutes les lois humaines et divines. Mais,
D'autre part, la faiblesse, la lâcheté de Gottfried révoltaient son âme. « Que la volonté de Dieu soit faite, » dit Sigebert, et il ceignit son glaive, qui jusqu'alors lui était resté fidèle. Il eut d'abord l'idée d'aller au-devant de ses ennemis avec 200 braves compagnons de guerre. Mais, dès que la nouvelle fut connue, tous les chevaliers de Gottfried, révoltés de l'ingratitude et de la faiblesse de leur maître, se crurent dégagés de leur serment de fidélité et se rangèrent du côté de Sigebert qui, malgré lui, fut proclamé roi à la place de Gottfried, déclaré traître et félon, indigne de régner. La bonne et douce Rosemonde essaya par une lettre de prière de ramener son frère et sa belle-sœur à des sentiments plus chrétiens. Ce fut en vain. On la voyait, à côté des mendiants, s'agenouiller sur les dalles froides de la cathédrale et offrir ses précieuses larmes à l'autel du Seigneur, en le priant de lui conserver son mari et son frère. Hélas, elle devait passer par bien d'autres épreuves, et pour être belle et reine, la femme n'en est pas moins destinée à souffrir et à pleurer. Qu'ils étaient amers et doux à la fois, les adieux de Sigebert et de Rosemonde. Les pierres du palais en eussent pleuré si elles avaient eu des larmes. Sigebert s'arracha à la fin aux douces étreintes de sa bien-aimée, en lui répétant son serment que jamais une autre femme ne serait ni sa maîtresse ni son épouse. Bientôt, les cris de guerre succédèrent aux cris du cœur. La bataille s'engagea à 50 lieues de la capitale, et dès le premier choc, Gottfried fut tué par un de ses anciens chevaliers qui avait juré de laver la lâcheté de son roi dans le sang du lâche. Aussitôt après la mort de Gottfried, un guerrier, fièrement campé sur son cheval bardé de fer, s'avança et, appelant Sigebert par son nom, il dit « Fier chevalier, je suis la reine de fer. Tu t'es vanté de m'avoir vaincu. Viens donc, en présence de tes guerriers et des miens, prouver que tu n'as pas menti. C'est moi qui te provoque, et ne rêve pas cette fois la victoire, car tu seras mon prisonnier, mon esclave, et jamais tes yeux ne rencontreront plus les yeux de Rosemonde. » Sigebert, furieux, partit comme un éclair, mais sa lance, se brisant contre la cuirasse de la reine, vola en éclats, et au même instant, il sentit le froid du fer sous l'aisselle droite. Il chancela, se pencha en arrière, se remit, brandit son glaive. En vain. D'un second coup, la reine l'abattit. Pour la première fois de sa vie, il était vaincu. À peine fut-il désarçonné que la reine, sautant à terre, ordonna à ses gens de cesser le combat. Elle se jeta sur le corps presque inanimé de Sigebert, l'appela par les noms les plus doux, et folle de douleur, le fit transporter dans sa tente. Ce jour-là même, elle envoya Raoul, son serviteur le plus dévoué, vers Rosemonde, chargé de lui apporter une fiole de poison. « Apprends-lui, dit-elle, que sa mort seule rachètera la vie et la liberté de Sigebert, que pour elle, si elle refuse, je saurai l'atteindre partout. » Puis elle ajouta, « Tu ne la quitteras que morte, la vie est à ce prix. » Rosemonde, à cette nouvelle, prit la fiole des mains du messager et dit « Ma vie appartient à Sigebert, je la lui donne de bon cœur. » Elle approcha déjà le poison de ses lèvres quand Raoul, touché de sa beauté, attendri de ce sublime dévouement, arrêta vivement son bras en s'écriant « Reine, il est vrai que j'ai ordre de ne vous quitter que morte, mais je mourrais plutôt moi-même que de voir la plus belle, la plus vertueuse créature de Dieu périr ainsi à la fleur de l'âge. D'ailleurs, je suis née dans cette ville, vous avez fait du bien à ma mère, et je bénis Dieu de pouvoir vous le rendre. Voici ce que je vous conseille, quittez ce palais et ses habits de reine. Je vous cacherai dans un endroit où jamais homme ne pénétrera. Demain,
on annoncera au peuple votre mort. Après-demain, on célébrera publiquement vos funérailles. Je retournerai vers ma maîtresse pour lui apprendre cette nouvelle. Sigebert sera libre. S'il vous aime toujours, vous le reverrez. Sinon, vous serez morte pour lui. » Ce qui fut dit fut fait. On enterra solennellement Rosemonde en présence du peuple et des grands de la cour. Jamais reine ne fut pleurée comme elle. On la croyait morte de douleur. Elle, quittant le château et la ville, déguisée en servante, suivie seulement d'un vieux paysan fidèle, arriva à l'endroit que Raoul lui avait indiqué. Sigebert était guéri de ses blessures, mais son cœur saignait comme si le fer de la reine Barcelle l'avait traversé de part en part. Il avait appris de sa bouche la mort de sa chère Rosemonde, et il s'était résigné à vivre pour se souvenir d'elle, disant qu'il était plus facile de mourir que de vivre pour une femme. Quoique prisonnier, et bien qu'il ne vit personne dans sa prison, car la reine Barcelle lui apportait elle-même ses repas dans une tourelle communiquant par une porte secrète avec les appartements du château, Sigebert restait sourd à toutes les prières de sa châtelaine, qui ne cessait de lui offrir la liberté et sa couronne en échange de l'anneau nuptial. « Ma vie, lui disait-il, est entre vos mains. Vous pouvez en disposer selon votre volonté. Mais mon cœur appartient à Rosemonde, morte ou vivante. » Tant de résistance, même au prix des plus nobles biens de la terre, brisa à la fin la volonté de la reine de fer. De temps en temps, elle sentit, il est vrai, des désirs de vengeance sourdre dans son cœur. Un mot eût suffi pour éteindre la vie de Sigebert, mais ce mot en même temps eût éteint en elle la dernière lueur d'espérance. « À quoi m'ont servi mes crimes, se disait-elle, puisqu'ils ne font qu'augmenter mon malheur, puisqu'à ces refus je joins le remords, ce garde de nuit de l'âme. » Dans certains moments, elle eût tout donné pour pouvoir ressusciter l'ombre de Rosemonde, pauvre brebis qu'elle croyait avoir sacrifiée à son amour et dont le sang n'avait pu étancher l'ardente soif de son cœur. Peu à peu, elle devint triste et songeuse. Le sommeil la fuyait, et, à la voir des journées entières plongée dans une douleur sombre et muette, on eût dit qu'elle avait perdu jusqu'à la parole. Un jour, elle dit brusquement à Raoul : « Es-tu bien sûr de la mort de Rosemonde ?» À cette question, le pauvre vieillard pâlit, et craignant la colère de la reine, il répondit : « J'ai exécuté vos ordres. »« Ah !» s'écria-t-elle. « Il y a des moments où je le maudis de m'avoir si bien obéi. Ce crime me pèse sur la conscience. À quoi m'a-t-il servi ? Sigebert est plus amoureux de Rosemonde morte que de Rosemonde vivante. Je lutterais peut-être contre elle si elle était là en chair et en os, mais contre une ombre chérie, je m'épuise en vains efforts. » Ces paroles réjouirent le cœur du brave Raoul. « Reine, dit-il, vous aimez trop la solitude. Vous vous plongez dans vos sombres pensées et vous fuyez toute compagnie, tout entretien. Permettez un conseil à votre serviteur le plus fidèle. J'ai dans ma maison une jeune fille gaie, douce, sage, spirituelle, d'une conversation si agréable qu'il est impossible d'être triste en sa présence. Moi aussi, depuis ce crime dont j'ai été complice, je ne dormais plus, je ne vivais plus. Cette jeune personne, ma parente, par ses sages paroles, a su me rasséréner et a souvent dissipé mon chagrin par sa douce gaieté. Elle a un baume pour chaque blessure, une consolation pour chaque douleur. Voyez-la, je suis sûre que vous voudrez l'écouter. Écoutez-la, je suis sûre que vous voudrez la garder auprès de vous. Amenez-la moi, dit la reine. Et le vieux Raoul amena la reine Rosemonde à la reine Barcelle, qui la prit à son service et qui, au bout d'un mois, la chérissait comme une amie. Bientôt,
Rosemonde devint la confidente des chagrins d'amour de sa rivale. À chaque nouveau refus de Sigebert, Barcelle épanchait ses pleurs dans le sein de son amie. Et dans un de ces moments, comme pour décharger son âme du fardeau qui l'accablait, elle lui avoua le crime qu'elle croyait avoir commis sur Rosemonde. Malgré sa sagesse, la reine de Soie ne put qu'à sa grande peine dissimuler son bonheur en apprenant l'héroïque fidélité de son mari et les remords de sa terrible ennemie. Et ce bonheur, redoublant sa gaieté et l'enjouement de son esprit, éclairait par moments d'un rayon de joie l'humeur sombre de Barcelle. « Chère maîtresse, lui dit-elle un jour, vous êtes si belle et si bonne qu'il m'est impossible de croire qu'un homme puisse vous préférer une autre femme. »« Cela est pourtant, répondit la reine, Sigebert aime mieux mourir prisonnier que mari de Barcelle. »« Lui avez-vous parlé de Rosemonde ? » ?»« Jamais, ce serait la lui rappeler. »« Moi, à votre place, dit Rosemonde, je lui en parlerai pendant des heures entières. Je lui arracherai le secret que possédait cette princesse pour se faire aimer avec une si rare constance. Je suis sûre qu'elle savait causer, qu'elle trouvait les mots les plus doux pour son bien-aimé, qu'elle ne le laissait jamais bouder, même quand il avait tort, qu'elle n'opposait à ses accès d'humeur qu'un fin sourire ou une répartie malicieuse pour lui montrer le ridicule de ses airs sévères, qu'elle prenait une part sincère à tous ses chagrins dont elle effaçait toujours les traces par ses larmes, et qu'elle savait sérieusement apprécier et mettre en lumière ses nobles qualités. Voyez-vous, poursuivit-elle en prenant la main de la reine, ce n'est pas avec une main de fer qu'on peut conduire un homme, mais avec une main de soie. « Tu as peut-être raison, soupira Barcelle. »« Hélas, oui, dit Rosemonde, les hommes ont plus d'orgueil que d'affection. Ils n'aiment que la femme qui a besoin de leur appui. Plus une femme s'efface, plus l'homme se sacrifie pour elle. Il s'attache par le bien qu'il fait, plus que par celui qu'il reçoit. Vous êtes forte, faites-vous plutôt faible. Vous lui offrez, demandez-lui plutôt. On vous appelle reine de fer. Faites-vous reine de soie et vous serez aimée. »« Chère amie, s'écria Barcelle, que mon sort serait heureux si je t'avais connue plus tôt. Maintenant tes conseils viennent trop tard. Pour me faire admirer des hommes, j'ai cru nécessaire de m'approprier leurs vertus, leur énergie, leur force. Ils m'admirent en effet, mais ils ne m'aiment pas. Écoute ce que j'ai résolu. Dorénavant, Sigebert viendra s'asseoir à notre table. Tu lui parleras de Rosemonde, car tu parles mieux que moi. Ta voix mélodieuse s'infiltre dans l'âme comme la rosée dans la fleur. Peut-être lui rendras-tu sa gaieté, peut-être me rendra-t-il le bonheur. »« Et si je ne réussis pas ?» demanda Rosemonde. « Alors, je lui rendrai sa liberté, et moi j'irai finir mes jours dans un couvent. » Rosemonde se repentit presque de son conseil. « Qui sait, se dit-elle, son cœur ne s'est amolli que sous l'étreinte du remords, qu'elle apprenne que j'existe, et ce même cœur se rendurcira de nouveau. » Mais il était trop tard. La volonté de la reine de fer était immuable. Le jour même, Sigebert fut invité à la table royale. Il arriva triste et abattu comme toujours, et s'assit à côté de la reine, tournant le dos à la porte par où devait entrer Rosemonde. Celle-ci, vêtue de sa robe de noces, qu'elle avait soigneusement cachée, se tenait tremblante et pâle sur le seuil. « Mon beau chevalier, dit la reine à Sigebert, vous pensez donc toujours à cette pauvre Rosemonde ? Que ne puis-je la rappeler à la vie ? À ce prix, je donnerai la mienne. » Touché par ce repentir, Sigebert baisa la main de Barcelle et lui dit « Reine, cette parole me fait voir que, sous une enveloppe de fer, vous avez une belle âme. Merci. Ah, si ma Rosemonde vivait et qu'elle vous entendît, elle vous aimerait comme une sœur. » « Elle vit, elle vous entend, elle vous aime !» s'écria Rosemonde. À cette voix, dont l'accent vibrait dans son cœur, Sigebert
éperdu s'élança vers elle et la serra dans ses bras, ivre de joie et de bonheur. La reine s'était évanouie. Lorsqu'elle reprit ses sens, elle vit à ses genoux Sigebert et Rosemonde qui couvraient ses mains de baisers. « Mes amis, dit-elle, attendrie elle-même jusqu'aux larmes, vous m'avez rendu mon repos, mon bonheur, mon âme. Vous m'avez réconcilié avec moi-même. Rosemonde, toi que j'ai tant fait souffrir, dorénavant je serai ta servante. Je vous cède mon royaume, je vous accompagne et ne vous demande que votre amitié et vos prières sur ma tombe. » D'aucuns prétendent toutefois que la reine Barcelle, suivant les conseils de Rosemonde, se laissa consoler par un prince, ami de Sigebert, qu'elle épousa au milieu des réjouissances de son peuple et auquel elle donna une nombreuse lignée. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire pour dormir d'Alexandre Weil, qui s'appelle La Reine de Fer et la Reine de Soie. C'était la Fée du Sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.